Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading. Et à 10h07, on commente l'actualité des marchés qui sont dans le rouge. Plus mauvaise semaine, plus mauvais démarrage sur la semaine pour les US, la France, l'Allemagne également. On en parle avec Tarek Elmari qui nous a rejoint. Bonjour Tarek. Bonjour. Le patron, le fondateur de Crescendo Trading. Alors, est-ce qu'on est sur la fin du cycle haussier? Est-ce que, comme tous les 8 ans, on s'attend maintenant à la méga crise, celle qui va nous faire perdre 30, 40, 50%, Tarek? C'est ce qu'on avait anticipé en fin d'année 2015. Rappelez-vous, dans toutes les dernières émissions, on avait dit 2016, attention, ça va décrocher et ça ne va pas louper dès le début d'année. Okay. C'est vrai, c'est la plus forte, le pire démarrage à Wall Street depuis 1928, donc ça rappelle des mauvais souvenirs. Et pour le CAC 40, c'est le pire démarrage depuis 2000 et ça rappelle aussi de mauvais souvenirs pour ceux qui ont connu l'éclatement de la bulle Internet. Donc c'est vrai qu'on a des forts décrochages, donc il y a quelques raisons à cela. On a trois types de Alors technique, économique, géopolitique. Donc technique, c'est surtout au niveau de la Chine. Donc on avait en août, rappelez-vous, un très fort décrochage des marchés et les autorités chinoises avaient interdit de shorter le marché, donc de vendre le marché et prendre des positions spéculatives à la baisse, et cela jusqu'au 31 décembre. Donc à partir du 1er janvier, on a le droit de nouveau de reshorter le marché chinois. Donc qu'est-ce que les hedge funds ont fait? Ils se sont remis à shorter le marché. On a aussi le PMI chinois qui est sorti lundi et qui est sorti en dessous des attentes. Donc il y a une bonne raison de shorter le marché chinois. Donc c'est vrai que ce ralentissement chinois, il date depuis un an, ce n'est pas une nouveauté. Ensuite, on a des raisons autres que la Chine. On a tout ce qui est économique et aussi au niveau monétaire, avec la guerre des monnaies qu'on a. On a clairement le dollar qui s'apprécie face aux deux plus grandes devises, l'euro et le yuan. Et donc ça entraîne pas mal de volatilité. Et on a aussi le décrochage sur le pétrole qui a entraîné en fait toute la cote. Et on sait que les valeurs pétrolières pèsent vraiment sur les indices. Et toute la partie high yield qui est liée au pétrole souffre énormément. Donc on a énormément de hedge funds qui avaient investi sur le pétrole. Et donc avec un cours du pétrole à 33, ils se retrouvent à perdre de l'argent sur les produits qu'ils avaient achetés, et donc ils liquident sur les actions leur portefeuille. Alors on explique, c'est-à-dire que ces obligations à haut rendement, c'est évidemment sur des sociétés qui ont émis du papier, donc beaucoup plus risquées, qui on le sait maintenant, c'est sûr à 30 $, 33 $, auront du mal à rembourser. C'est des produits high yield qui valent plus rien, comme valaient plus rien les subprimes en fait. Donc tous les prêteurs récupèrent ce qui reste, comme je pense qu'il y a des produits high yield qui doivent coter à 10%, 20% de leur valeur. Ils liquident le fonds qui détenait des actions parce que le fonds est liquidé, donc ça apporte de la liquidité vendeuse sur le marché. Donc c'est vrai que tous les éclatements de bulles, ça a toujours commencé par le high yield, avec les subprimes, avec toutes les banques qui avaient prêté dans la bulle Internet. C'est-à-dire c'est la partie la plus risquée et qui petit à petit contamine aussi des actifs plus solides, parce qu'il y a des appels de marge. On doit faire face aussi à ces ventes forcées parfois, et on est obligé évidemment de courir après le cash là où il est. Il y a eu des gros hedge funds qui ont fermé en fin d'année, et quand ils liquident un fonds, ils liquident tous les actifs qui sont dans le fonds. Et ils les liquident généralement au prix marché. Donc on n'est pas dans un processus où ils ont énormément de titres à vendre et ils ont 6 mois pour liquider. Là, généralement, c'est des ventes market, et c'est les décrochages qu'on a eu en fin d'année. Donc il y a vraiment beaucoup à cela s'ajoutent les tensions géopolitiques avec l'Iran, l'Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que c'est un cocktail qui fait que tous les voyants sont au rouge, et on a les forts décrochages qu'on a depuis plusieurs jours. Alors cela dit, ça va tout petit peu mieux ce matin. Le CAC repasse dans le vert. On est au-dessus des 4400 points, 4423 plus 0,45. Aziz, on commande depuis le début de la semaine effectivement ce fort décrochage sur le CAC, près de 5%, avec peut-être un passage dans un nouveau range. On en parle souvent, 4003, 4005. Oui, alors vous voyez bien que depuis la rupture des 4500 et plus exactement 4485 sur
le CAC 40, on est passé dans un marché pas encore complètement baissier. Il faudrait casser les points bas d'août dernier vers les 4230 pour être dans un marché baissier affirmé. Mais globalement, on a une pression baissière qui s'exerce, qui se poursuit pour toutes les raisons que Tarek vient d'évoquer. Le rebond de ce matin s'explique simplement par une intervention de la nuit des autorités chinoises qui ont relevé pour la première fois en 2016 le point pivot du yuan, qui ont relevé également, qui ont continué d'injecter des liquidités pour soutenir le marché. Et on voit bien également que le pétrole qui perdait hier jusqu'à 4% en séance a réussi à terminer la séance dans le vert, même si le rebond lui a juste permis d'arriver à l'équilibre. Donc c'est ce qui explique un peu l'engouement des investisseurs. C'est aussi un rebond technique parce qu'on a perdu plus de 5% sur les indices, jusqu'à 7% sur le DAX. Donc les investisseurs rachètent leurs shorts, on a les autorités chinoises qui interviennent. Ça explique ce rebond, mais je pense que c'est plus un rebond technique qu'un rebond durable. On va revenir sous des résistances qui seront plutôt profitables aux vendeurs pour se positionner et reprendre des positions vendeuses. Ça arrive aussi que vous pensez que le mouvement baissier n'est pas terminé? Ah non, mais je pense que l'année 2016 sera dominée par les mêmes mouvements qu'on a eu cette semaine, à savoir des décrochages et des rebonds. Mais même dans les plus grands marchés baissiers, on a des très forts rebonds. Et c'est d'ailleurs dans les bear markets qu'on a les plus fortes hausses journalières. On a eu, par exemple, pendant la crise des subprimes, on avait des journées où le CAC 40 faisait plus 12%, plus 10%. Et après, on avait des décrochages juste derrière. Donc des rebonds comme on a aujourd'hui, même si l'année 2016 finit à moins 20 ou moins 30, on aura des journées, ça passera en ligne droite. Oui. On avait dit que par rapport aux États-Unis, l'Europe était un havre de paix. Pour longtemps, on sait très bien qu'on aura du mal à résister s'il y a vraiment un décrochage du côté des États-Unis. Si on regarde le S&P, c'est ce qui est en train de se passer après ce grand bull market qu'on a eu ces dernières années. En fait, je pense que quand même que l'Europe sera épargnée par rapport aux États-Unis. On peut avoir un vrai décrochage et un marché qui finit à moins 30 par exemple sur les États-Unis et moins 20 en Europe. Parce même si Draghi a déçu en décembre, on a encore des marges de manœuvre. Et on a plutôt un retour de la croissance en Europe. Donc le fin de cycle est clairement là aux États-Unis, avec 5 ans de forte croissance, un taux de chômage qui a fortement baissé. Les marges de manœuvre sont encore là en Europe. Donc je serais plutôt long Europe, short US. Ouais, et c'est vrai qu'aux États-Unis, on le voit bien, on est même dans une saisonnalité. Le QE est terminé, on est rentré dans une phase de hausse des taux. On a eu les rapports du FOMC, des minutes de la Fed il y a quelques jours, où les membres de la Fed faisaient état néanmoins de leurs inquiétudes concernant l'inflation qui reste basse malgré tout. Et donc 2016, effectivement, aux États-Unis, on voit mal la Fed, à moins de réinjecter de l'argent, d'annoncer un nouveau QE, pouvoir être à la manœuvre. Alors que symétriquement, en Europe, et on a eu des propos du gouverneur de la Banque centrale irlandaise cette nuit qui disait que la BCE était prête à de nouveau étendre son QE si c'était nécessaire. Ça pourrait expliquer effectivement l'arbitrage à faire entre l'Europe et les États-Unis, même si les deux effectivement risquent d'être baissiers. On risquerait peut-être de baisser un peu moins en Europe pour les raisons effectivement que Tarek a évoquées, mais surtout parce qu'on a une BCE qui peut encore agir, qui peut encore être à la manœuvre, alors qu'aux États-Unis, on serait plutôt sur une phase de hausse des taux, une hausse des taux qui pourrait être éventuellement retardée, voire annulée, si les statistiques économiques ne permettaient pas à Janet Yellen de respecter. On a dès aujourd'hui en fait le chiffre de l'emploi américain, le non-farm payroll, qui va nous donner un premier signe de la vigueur de l'emploi aux États-Unis, qui va être un repère, parce que la Fed a clairement indiqué qu'elle monitorait les hausses de taux par rapport aux chiffres de l'emploi. Donc on va avoir un premier test aujourd'hui à 14h30. Avec le NFP Non-Farm Payroll, donc 14h30 cet après-midi, évidemment, ça sera très important. Messieurs, je vous propose de faire une courte pause. On reparle de ce marché. Que peut-on attendre? Quels sont les points où éventuellement se placer en trading? C'est dans un instant la suite. À tout de suite.